Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'Afrique à partir de différentes facettes. La première concernant l'économie et le renforcement de la position économique et politique de l'Égypte sur le continent africain. Le deuxième volet concerne l'Égypte qui est classée au 19e rang mondial et au premier rang africain de l'indice de connectivité du transport maritime régulier. Et finalement, à la fin de notre rencontre, nous allons revenir un peu au Proche-Orient avec Israël qui mène des raids jeudi sur le sud du Liban et elle a annoncé qu'elle se réservait le droit de frapper Beyrouth. Et ceci vient quelques heures après l'annonce de Washington d'un accord pour un cessez-le-feu conditionné. Pour nous donner beaucoup d'éclaircissements et pour discuter et débattre nos différents volets, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio docteur professeur Rania Qomr, qui est professeur de l'histoire des idées. Docteur Rania Qomr, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Le plaisir est partagé. Tout d'abord, professeur de l'histoire des idées. En quoi constitue ou de quoi est constitué ce titre? Donc moi, je suis docteur professeur Rania Qomr, professeur en histoire des idées. L'histoire des idées, c'est une discipline qui mêle l'histoire à la philosophie et à la civilisation. Donc c'est un domaine interdisciplinaire. Donc, raison pour laquelle vous y connaissez en politique, puisqu'il y a la civilisation. Tout à fait. Beaucoup de mes recherches reposent sur des aspects politiques et économiques également. Parfait. Avant de commencer notre débat et avant de passer à l'Afrique, oui. Justement, il y a quelques instants, nous vous avons présenté une transmission en direct concernant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a tenu il y a quelques instants une séance consacrée à la situation politique et humanitaire en Syrie. Les intervenants ont souligné que le pays demeurait confronté à de nombreux défis malgré certains progrès enregistrés sur la voie de la stabilisation. Il faut dire que l'ONU a mis en garde contre les risques d'une nouvelle dégradation sécuritaire, estimant que la Syrie ne pourrait pas supporter une nouvelle vague d'instabilité dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions. Les responsables onusiens ont appelé à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays et à poursuivre les efforts en faveur d'un règlement politique inclusif. Et évidemment, le Proche-Orient, d'une manière générale, a fait l'objet des discussions aujourd'hui. Pour aborder notre sujet, commençons par le premier volet concernant l'Égypte qui renforce depuis plusieurs années sa position et sa présence économique et politique sur le continent africain. Et c'est grâce à sa position géographique stratégique reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, le pays cherche à devenir une véritable porte d'entrée vers les marchés africains et un acteur majeur du développement continental. Le point. L'Afrique représente aujourd'hui une priorité dans la politique extérieure égyptienne. Le gouvernement multiplie les initiatives de coopération avec les États africains afin de développer les échanges commerciaux, les investissements et les projets communs. Cette orientation s'inscrit dans une vision fondée sur le partenariat, le développement durable et l'intégration économique africaine. L'un des principaux objectifs de l'Égypte est de soutenir le commerce intra-africain. Dans ce cadre, le pays appuie fortement la zone de libre-échange continentale africaine qui vise à faciliter la circulation des marchandises et des investissements entre les pays africains. Cette coopération permet d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises africaines et égyptiennes. Les infrastructures constituent un domaine essentiel du partenariat entre l'Égypte et l'Afrique. Des entreprises égyptiennes participent à la construction de routes, de ponts, de centrales électriques et de réseaux de transport dans plusieurs pays africains. Ces projets contribuent à améliorer les échanges commerciaux et à renforcer le développement économique régional. Le secteur de l'énergie occupe également une place importante dans cette coopération. L'Égypte développe des partenariats dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel et des énergies renouvelables.
Le pays partage son expertise avec plusieurs États africains afin de soutenir la sécurité énergétique du continent. Le secteur privé joue un rôle croissant dans les relations économiques afro-égyptiennes. De nombreuses entreprises égyptiennes investissent dans les domaines de la banque, des télécommunications, de l'agriculture et de l'industrie en Afrique. Ces investissements favorisent la création d'emplois et stimulent la croissance économique. Ainsi, l'Égypte confirme progressivement son rôle de partenaire stratégique du continent africain. À travers ses projets économiques, ses investissements et sa coopération régionale, le pays ambitionne de contribuer au développement d'une Afrique plus intégrée, plus forte et plus prospère. Retrouvons notre invité, professeur Rania Amar, qui est professeur de l'histoire des idées. Concernant notre premier volet qui porte sur l'Égypte, qui œuvre à renforcer sa position politique et économique en Afrique et à être un portail stratégique et un passage vers l'Afrique pour les pays du Proche-Orient et pour l'Europe. Quels sont les outils dont est dotée l'Égypte ? En fait, il faut dire d'abord que le mois passé était le mois de l'Afrique par excellence. Nous avons eu un sommet africain et également la France y a participé, donc c'était le sommet Afrique Forward. Lors de ce sommet, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a eu plusieurs réunions et plusieurs pourparlers avec des dirigeants et des représentants africains de haut niveau. Les pourparlers se sont basés essentiellement sur l'importance de promouvoir l'investissement dans les pays africains et l'investissement interafricain afin de promouvoir le développement du continent noir. Nous avons également des projets prévus dans divers domaines, dans le domaine de la santé, donc le financement d'un système de santé qui couvrira l'Afrique. Également, nous avons des projets dans l'investissement de l'énergie renouvelable. Et bien évidemment, il y a également le problème très important aussi des ressources hydriques qui ont été discutées lors de ce sommet. Également, nous devons préciser à cet égard que l'Égypte a divers projets avec notamment l'Ouganda, dans les échanges dans le domaine pharmaceutique, dans les échanges aussi de l'infrastructure. Nous avons beaucoup d'entreprises qui sont en train de travailler dans de grands projets en Ouganda. Il y a également l'énergie renouvelable qui est un sujet très important et qui s'impose en effet dans tous les sommets actuels. Nous avons également une coopération très étroite avec la République démocratique du Congo, surtout dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Congo, en fait, la République démocratique du Congo présente un modèle très apprécié qui est le pays solution, où elle a pris et adopté plusieurs mesures afin de faire face aux problèmes menaçant l'environnement dans le monde. Nous pouvons aussi ajouter un point très important à cet égard, que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a eu une réunion très importante en fait avec le PDG, le président directeur général de la plus grande, ou une des plus grandes entreprises au niveau mondial du transport maritime. Donc c'est l'entreprise CMA CGM. Donc le PDG, M. Rodolphe Sadeh, a eu un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi. En fait, cette entreprise vise, comme vous venez de le dire, de construire de grands projets en Égypte qui visent à faciliter l'échange commercial et le transport maritime
entre les pays africains et également entre l'Égypte, l'Europe et l'Égypte et les pays du Moyen-Orient. Comment cela va-t-il se faire? Nous avons plusieurs projets. Nous avons un projet qui vise à agrandir le port d'Alexandrie. Nous avons un autre projet qui aura lieu à Ain el-Sokhna pour bâtir, construire un port à Ain el-Sokhna. Également, il y a une nouvelle conception qui est le port sec. Donc un port sec est prévu dans la ville du 6 octobre. Mais que veut dire port sec? D'abord, il faut préciser que port sec, ça veut dire un port qui est relié à un port maritime par des chemins de fer ou par des autoroutes et qui vise à dégorger, si vous voulez, ou à faciliter les échanges et le flux commercial. Donc ça, c'est très important et l'Égypte vise par cela à promouvoir davantage les échanges commerciaux avec le monde et avec le continent africain. Il faut dire que le continent fait face à une crise à l'heure actuelle compte tenu de l'inflation causée par la guerre au Proche-Orient, l'augmentation ou la hausse des prix des denrées alimentaires et aussi de l'énergie. Donc, à votre avis, dans quelle mesure ceci pourrait affecter le développement en Afrique à un moment où on parlait d'infrastructures, on parlait d'un marché africain commun, on parlait vraiment avec beaucoup d'enthousiasme? Oui, tout à fait. En fait, je veux dire que le monde entier est affecté par la crise iranienne, notamment, bien évidemment, les pays en voie de développement, ou les pays qui dépendent de l'importation de biens et de produits stratégiques. Donc le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a précisé lors d'un entretien avec la directrice du Fonds monétaire international, Madame Kristalina Georgieva. Donc ils ont discuté longuement et le président a mis l'accent sur l'importance et la nécessité que les pays en voie de développement prennent des mesures pour la stabilité économique, comme par exemple la flexibilité de taux de change, comme on le fait en Égypte, comme également la réduction des heures d'ouverture des magasins, bien évidemment, pour un peu réduire l'usage de l'énergie, comme aussi le fait de recourir aux énergies nouvelles, renouvelables, voilà. Mais aussi le président a mis l'accent sur l'importance du rôle des institutions financières internationales pour aider les pays à une sorte de résilience, à parvenir à une stabilité pour faire face à cette crise. Et je pense que la directrice du FMI a déclaré avoir débloqué des fonds, ce qui est très très important, pour aider les pays en voie de développement de surmonter cette crise et donc garantir leur stabilité économique. Je voudrais également dire à cet égard que la secrétaire, la directrice pardon, du Fonds monétaire international a également salué les efforts déployés par notre pays, par l'Égypte, pour continuer la réforme économique au sein des défis actuels dans le monde entier. Tout à fait. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, en fait, on est en train de discuter la position de l'Égypte et son aspiration à renforcer sa position économique et politique sur le continent africain et à être un marché sur lequel se déroulent des échanges intra-africains à la lumière de crises réelles causées par la situation au Proche-Orient, outre les défis déjà existants en Afrique. Donc, à votre avis, quel est le mécanisme suivi à l'heure actuelle pour surmonter les défis existants? Écoutez, l'Égypte est déjà un centre d'intérêt
des pays africains et joue un rôle très important dans le commerce interafricain. Vous vous souvenez que le président Fattah al-Sisi, lors de la présidence égyptienne, de l'Union européenne, avait mis l'accent sur la coopération interafricaine. Et l'Égypte, avec ses mécanismes, ses outils, ses institutions qui travaillent dans la coopération africaine, vous savez que l'Égypte a ce fonds de coopération interafricaine. L'Égypte a une coopération interafricaine très ancienne depuis des années. L'Égypte a des relations commerciales, mais aussi non seulement des relations commerciales et économiques, mais aussi des relations techniques avec l'Afrique à travers le fonds égyptien de développement et de coopération du ministère des Affaires étrangères. Donc l'Égypte a des mécanismes et ces outils de coopération très anciennes. En plus, avec le COMESA et avec les accords de coopération intergouvernementale, l'Égypte joue un rôle pivot. Vous vous souvenez aussi de l'appel du président et le rêve égyptien et le rêve africain d'avoir cette autoroute qui relie Alexandrie, le Caire, à l'Afrique du Sud. Donc l'Égypte déjà joue ce rôle. L'Égypte a déjà des mécanismes et l'Égypte a une tradition et un patrimoine, je dirais, très ancien de coopération avec l'Afrique. Il s'agit aussi des ports et il faut dire que l'Égypte est classée 19e au rang mondial et être classée au premier rang africain de l'indice de connectivité du transport maritime régulier. Donc, quels sont les atouts de l'Égypte? Pourquoi est-ce que l'Égypte a été classée au premier rang, à votre avis, sur le plan africain en matière de connectivité? L'Égypte est placée dans la position 18e en matière de consommation, le plus grand PIB, l'un des plus grands PIB au monde en termes de consommation, le 18e. Et l'Égypte aussi, en ce qui concerne la connectivité, vous savez que l'Égypte, au cours des dernières années, a eu et a fait des pas énormes, mais énormes, dans le domaine de la connectivité et des infrastructures. Au cours des 15 dernières années, l'Égypte a fait un saut exemplaire dans le domaine des infrastructures et a investi énormément sur les infrastructures qui favorisent les investissements, d'où aujourd'hui la position de l'Égypte en tant que premier pays, non seulement en Afrique, mais aussi sur le plan mondial, pan-arabe, l'un des pays les plus renommés en matière de connectivité et en matière d'infrastructure de connexion. Tout ça, c'est à cause des grands investissements que l'Égypte a favorisés dans ses infrastructures. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci pour votre intervention. Nous allons jeter la lumière davantage sur le classement de l'Égypte, qui est classé 19e au rang mondial et premier au rang africain de l'indice de connectivité du transport maritime régulier, et au premier trimestre 2026, gagnant ainsi 3 places par rapport à l'année précédente. Voyons les détails. L'Égypte s'est classée au 19e rang mondial et au premier rang africain de l'indice de connectivité du transport maritime régulier au premier trimestre de 2026. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, cette progression reflète l'intégration croissante de l'Égypte dans les réseaux mondiaux de transport maritime. L'indice de connectivité du transport maritime régulier mesure le degré de connexion des pays aux routes maritimes mondiales à travers plusieurs indicateurs, notamment le nombre d'escales de navires, la capacité des ports à traiter les conteneurs, le nombre de services et de compagnies maritimes, la taille des navires ainsi que le nombre de pays reliés par des services maritimes réguliers. À l'échelle africaine, l'Égypte occupe la première place devant le Maroc et l'Afrique du Sud. Un deuxième groupe comprend Djibouti, Togo, Kenya et Tanzanie qui bénéficient de grands ports ou de leur rôle de plateforme régionale de transit.
L'Égypte a accéléré un vaste programme national de modernisation et d'extension de ses ports dans le cadre d'une stratégie plus large visant à se positionner comme un centre logistique régional. Le gouvernement a ainsi ajouté de nouveaux quais et approfondi les chenaux dans les principaux ports méditerranéens, notamment le port d'Alexandrie et le port de Damiette, tout en développant le port de Sourna sur la mer Rouge en un grand hub intégré relié aux zones industrielles et logistiques de la zone économique du canal de Suez. Les investissements se sont concentrés sur les terminaux modernes de conteneurs, les systèmes numériques de gestion portuaire ainsi que les liaisons ferroviaires et routières avec les marchés de l'arrière-pays. Le quai renforce également ses partenariats avec des opérateurs mondiaux afin d'améliorer l'efficacité des ports et d'attirer davantage de trafic de transbordement, parallèlement à des projets visant à accroître la capacité totale de traitement des ports et à réduire les délais d'escale des navires. À l'échelle mondiale, l'indice reste dominé par les grandes économies commerciales et de transbordement. La Chine conserve la première place grâce à son vaste réseau portuaire et son rôle central dans la production manufacturière et les exportations mondiales. Docteur Rania Omar, l'Égypte se sert des outils dont elle est dotée, y compris évidemment les ports maritimes, et est classée à l'heure actuelle première sur le rang africain. Cette connectivité est très importante étant donné que la carte de l'échange avec les pays africains a changé ou a été, je ne vais pas dire amendée ou modifiée, mais disons que cette carte a de nouvelles coordonnées, on peut le dire. Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, de la situation et des événements internationaux, cela impose quelque part aux pays africains de plus agir et coopérer ensemble. La position de l'Égypte qui est donc au centre de l'Afrique ou même du monde et qui est favorisée par la mer Rouge, par la mer Méditerranée, et nous avons également le Nil et donc le canal de Suez, bien évidemment. Donc cette position est une position extrêmement favorable à l'Égypte pour jouer un rôle pionnier et majeur dans le développement de l'économie non seulement africaine mais également de l'économie mondiale. Donc d'où les efforts de l'État constamment pour développer et faciliter les transports, notamment actuellement les transports maritimes. Comme Dr Amr Saleh avait précisé, nous avons connu un grand développement de l'infrastructure ferroviaire, routière, et actuellement nous sommes en train de développer et d'agrandir nos ports. Donc le port d'Alexandrie, il y a des travaux pour l'agrandir actuellement en coopération avec des entreprises françaises. Nous avons également des investissements chinois pour modifier et développer la zone qui est la zone économique proche du canal de Suez. Il faut ajouter à cela aussi que l'Égypte accorde une très grande importance à la décarbonisation des transports maritimes. Donc ça, c'est un pas très important vers l'énergie renouvelable et l'énergie propre. On a un défi en matière d'énergie. À votre avis, est-ce que ceci va se répercuter sur la consommation? Est-ce que ceci va changer un petit peu l'idéologie de la consommation? On aura forcément à nous pencher plus vers l'énergie propre, l'énergie renouvelable, l'énergie verte, vers tout ce qui est bleu, vert. Tout à fait, tout à fait. En fait, ceci aussi est une obligation parce que vu les circonstances internationales, vu les crises qu'on voit un peu partout et vu également la détérioration dans certaines régions du monde de l'environnement, donc nous sommes en fait
en Égypte et dans le monde entier poussés à aller vers l'énergie propre et l'énergie renouvelable. Donc l'Égypte a pris beaucoup de pas et de mesures dans cette direction. Je vais par exemple citer un grand projet pour l'énergie solaire à Assouan. Nous avons également, donc ça c'est au niveau de l'énergie solaire, nous avons l'énergie éolienne, toujours dans la zone du golfe de Suez. Nous avons également l'hydrogène vert, donc l'Égypte tente d'être exportateur de l'hydrogène dans les années à venir. Et l'Égypte également a établi un plan afin de parvenir à 45% d'énergie renouvelable d'ici 2028. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux. J'aimerais également ajouter des efforts déployés par le gouvernement même dans cette direction. Nous avons vu récemment que le Premier ministre a annoncé la transition de la flotte automobile du gouvernement vers des véhicules électriques. Donc ceci également vise à préserver davantage l'environnement ainsi qu'à réduire aussi les coûts bien sûr énergétiques. L'Égypte avait, l'Afrique d'une manière générale, les pays africains avaient toujours aspiré à créer un marché africain commun. Et le rêve s'est élargi et a pris de l'ampleur. On a même pensé à une devise commune, à un passeport africain commun. On avait les défis qui tournaient autour du terrorisme, la pauvreté, les maladies, etc. Mais maintenant vient se rajouter évidemment la crise énergétique et l'inflation surtout. Donc, à votre avis, dans quelle mesure on peut dire, est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie ou est-ce qu'on s'éloigne de plus en plus de la réalisation de ce rêve? Donc je pense qu'on est en train de prendre des pas vers la bonne voie. Le président Abdel Fattah el-Sisi, lors du sommet Afrique Forward, a discuté avec beaucoup de présidents africains sur ce sujet, l'échange commerciaux, la zone de libre-échange. Donc il y a des pas vers la réalisation de ce projet. Peut-être qu'ils sont lents, mais nous entreprenons, et je pense que tous les pays de l'Afrique ont le même désir et la même volonté de parvenir à une certaine unité entre les pays qui leur donnera une force économique face au monde qui est actuellement une force très nécessaire. Je voudrais aussi ajouter que actuellement aussi nous voyons des partenariats économiques se former. Par exemple, récemment, nous avons beaucoup d'échanges commerciaux plutôt avec l'Algérie, par exemple. Nous avons des projets communs d'1 milliard de dollars environ. Et les deux pays désirent augmenter ces investissements à 5 milliards de dollars dans les années à venir. Donc nous exportons à l'Algérie divers produits et des matières premières comme le fer, comme l'acier, comme le cuivre, comme des produits chimiques, comme également des appareils électriques. Et nous importons de l'Algérie, bien sûr, des produits énergétiques comme le gaz, comme le pétrole. Donc ça, c'est aussi un pas très important avec les autres relations commerciales que nous avons entre les pays africains, qui sont tous des pas importants et des mesures importantes dans la coopération interafricaine. Docteur Rania Qamar, vous êtes professeur de l'histoire des idées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, merci, c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous avons consacré notre rencontre à l'Afrique à partir de plusieurs facettes. Nous avons abordé plusieurs dimensions concernant les défis, concernant la coopération, concernant les ports maritimes et concernant la connectivité et la position politique et économique de l'Égypte. Nous vous remercions pour votre attention, mais nous vous laissons avec un compte rendu qui nous ramène au
au Proche-Orient concernant Israël qui mène des raids ou qui a mené des raids aujourd'hui sur le sud du Liban et a annoncé se réserver le droit de frapper Beyrouth quelques heures après l'annonce à Washington d'un accord pour un cessez-le-feu conditionné à un arrêt complet des tirs de Hezbollah. Merci et à la prochaine. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a annoncé dans la matinée qu'un casque bleu avait été tué et 2 autres blessés dans une attaque survenue tard mercredi soir. Une source de sécurité a indiqué que la base de la FINUL, à Eb el-Sawki, avait été visée. Le Hezbollah n'a pas réagi dans un premier temps à l'accord annoncé à l'issue de pourparlers menés sous l'égide des États-Unis entre le Liban et Israël, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Cette déclaration de principe, comme l'a qualifié le ministre israélien de la Défense Israël Katz, prévoit selon lui dans le sud du Liban que l'armée, à ce stade, poursuive ses tirs et ses opérations sur le terrain et se maintienne dans la zone de sécurité frontalière, y compris dans le secteur de Beaufort, et sans retour de la population libanaise. L'accord prévoit également la liberté d'action pour Israël, avec l'aval des États-Unis, de frapper Beyrouth en réponse à des tirs sur les localités et le territoire israélien, a affirmé le ministre. L'armée israélienne a renouvelé jeudi son ordre d'évacuation de toute la zone située au sud du fleuve Zahrani, à quelques 40 km au nord de la frontière, car les troupes continuent de viser dans ce secteur des infrastructures du Hezbollah. L'Agence nationale d'information a annoncé des raids de drones israéliens sur plusieurs localités du sud du Liban, précisant qu'un couple et leur fille avaient été blessés dans une frappe sur leur voiture. L'accord de cessez-le-feu est conditionné à un arrêt complet des tirs de Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du mouvement de la zone située au sud du fleuve Litani, qui coule à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël. Le texte comprend plusieurs zones d'ombre, comme la mention de la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif, sans précision supplémentaire.